Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Je pense que nous devons donner de la visibilité et de la lisibilité aux Français sur cet outil du pass vaccinal, qui a un début, qui a une fin. Aujourd'hui, la fin, on la connaît, c'est dans la loi, c'est juillet. Mais vu la dynamique épidémique actuelle, il est probable que cette fin soit bien avant le mois de juillet. S'il n'y a pas de nouveaux variants en circulation à ce moment-là, l'utilité du pass vaccinal sera totalement discutable et nous pourrons le retirer. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et depuis hier, les cadeaux de Noël tombent comme à la pelle. Oui, plus de port de masque en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public, fini. Vous avez entendu les propositions, enfin plutôt les affirmations d'Olivier Véran hier sur BFM. Et dans 2 semaines, le 16 février, les discothèques fermées depuis le 10 décembre pourront rouvrir, les concerts debout à nouveau autorisés. On pourra encore boire un café, à nouveau boire un café debout au comptoir. Bref, on se pose la question, lever des restrictions Covid, est-ce une mesure électoraliste? Et vous êtes 90,1% à dire oui, avec nous quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup dans les vraies voix. Jean-Paul Hamon, président d'honneur, c'est encore plus haut, de la Fédération des médecins de France. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Avec Omicron, on nous promettait la mortalité au mieux de Verdun, au pire de Stalingrad, et là tout va mieux, comme disait Pierre Desproges. Étonnant, non? Non, étonnant, non. Les gens, pour Omicron, les gens étaient prudents. On observait tous des signaux favorables qui venaient d'Afrique du Sud, où l'épidémie avait fait peu de dégâts du point de vue mortalité. En Angleterre, les hôpitaux avaient l'air de tenir, donc on attendait de voir ce que ça allait donner pour s'avancer, mais on était plutôt rassurés sans vouloir le crier sur les toits. Mais quand même, là en ce moment, même si Omicron est moins violent, notamment avec les gens qui sont vaccinés, et moi, j'en suis un exemple parce que j'étais positif lundi et aujourd'hui, je suis négatif. Donc, j'ai fait un petit rhume, quoi. Hein. Et donc, même si Omicron est beaucoup moins méchant, il y a quand même un niveau d'hospitalisation qui est quand même très élevé. Il y a quand même 3700 personnes encore en réanimation. Il y en avait 3850 la semaine dernière, donc ça baisse doucement, mais ça baisse très doucement. On en reste un petit peu prudent. C'est pour ça que, autant les levées de masques à l'extérieur, c'est plutôt une bonne chose parce que ça ne servait pas à grand-chose. Sauf que l'intérêt du masque à l'extérieur, j'ai toujours dit, ça c'était la certitude d'avoir un masque quand on allait rentrer dans un lieu clos. Donc maintenant, il va pas falloir l'oublier, le masque, quand on sort. Mais pour le reste, que les jauges soient supprimées. Moi, dans les concerts et dans les boîtes de nuit, là, je suis dans les concerts debout et dans les boîtes de nuit, je suis quand même un petit peu surpris parce que quand même, il y a beaucoup de gens, qui sont contaminés, même si la majorité de la population est maintenant vaccinée. Luc-Éric Krief. Oui, cher docteur, merci pour ces précisions. Moi, j'aurais 2 petites questions à vous poser. La première, il m'avait semblé qu'on ne pouvait pas extrapoler ce qui s'était passé en Afrique du Sud avec ce qui se passe en Europe pour des questions de système immunitaire qui ne pouvaient pas réagir de la même manière, avec un système immunitaire somme toute différent en Afrique du Sud par rapport en Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël. J'ai lu tout dernièrement qu'il y avait à peu près 30 décès alors qu'ils ont été précurseurs de la 4e dose, qu'il y a eu des mesures très radicales en Israël avec des confinements très, très drastiques pour pouvoir préserver la population. Si on compare 30 000 morts par jour en Israël aujourd'hui, c'est 600 pardon, 30 morts, excusez-moi, c'est 30 morts. 30 morts par jour en Israël. À l'échelle de la France, ça serait 600 morts, sauf erreur de ma part. Comment peut-on expliquer, alors que 90% pratiquement de la population a 3 doses, comment peut-on expliquer cette résurgence du nombre de décès, alors qu'en Israël, il y a eu une campagne de vaccination relativement intense? Jean-Paul Hamon. Alors pour l'Afrique du Sud, en fait, plus qu'un système immunitaire, c'est une population plus jeune. Et c'est pour ça qu'on était extrêmement prudent sur la toxicité d'Omicron. On a été plus rassurés quand la même chose est arrivée en Angleterre. Pour ce qui est d'Israël, là honnêtement, j'ai pas de réponse parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé ce qui se passait en Israël. Donc là-dessus, je peux pas me prononcer. Lydia Guirousse.
Moi, je me demande si les gens ne deviennent pas addicts en fait aux chiffres, notamment les chiffres de contamination. Beaucoup de scientifiques disent que avec Omicron, on peut être contaminé sans développer, puisque la vaccination sans même s'en rendre compte. Je crois que c'est 85 ou 95% des cas qui sont asymptomatiques. Oui, Omicron. Et puis on a une couverture vaccinale qui est de l'ordre de 90%. Donc, quand on regarde les chiffres de la contamination, je ne sais pas si c'est un indicateur qui est très pertinent, parce que plus on se teste, plus il y aura de gens qui seront contaminés. Et puis de toute façon, le fait d'être contaminé quand on est vacciné, ça, on développe pas de forme grave. Parfois, on s'en rend pas compte, comme vous dites. Et je me demande en fait si les gens sont pas devenus addicts d'une certaine manière et n'aiment pas se faire peur avec ces chiffres-là et n'ont pas besoin d'être protégés avec des restrictions, avec un masque. On a l'impression que aujourd'hui vous retirez le masque, les gens se disent oh là là mon Dieu, mais je vois le nez et la bouche de quelqu'un, c'est un danger absolu. Qu'est-ce qu'il va projeter comme microbe? Donc, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? J'ai l'impression qu'on ne veut pas sortir de ce tunnel. Le prochain livre de Lydia Guirousse, après Assimilation, en finir avec ce tabou français, ce sera le masochisme pour les nuls. Oula. Jean-Paul Hamon. Ça. Ouais, non, c'est vrai quand même. Bon, quand même, il y a quand même pas mal de monde qui est hospitalisé. C'est surtout ça qu'il faut voir. Le nombre d'hospitalisations reste très élevé, mais par contre, le nombre de réanimations continue de baisser, même si cette diminution, elle est quand même extrêmement lente. Donc c'est ça qui nous rend prudents, si vous voulez. Pour le reste, c'est vrai que pour moi, le masque en extérieur, je vous dis, ça a toujours été. J'ai toujours considéré que ça servait pas à grand chose. J'étais pas seul à le dire. Mais aussi, si vous voulez, c'est l'assurance d'avoir un masque quand vous rentrez à l'intérieur. Donc maintenant que les gens surveillent les chiffres, etc., on a tellement dit de fois que l'épidémie était terminée, que c'était derrière nous, que ça allait s'arranger, que on a quand même appris à pas trop faire de pronostics quand même. En même temps, maintenant, on ne maîtrise pas l'arrivée qu'on soit prudent un minimum, c'est bien. Qu'on lève un petit peu le couvercle, qu'on soulève un petit peu le couvercle en disant aux gens que il n'y aura pas de masque à l'extérieur, qu'ils vont pouvoir aller au stade, qu'ils vont pouvoir aller. Alors moi, les concerts debout et les boîtes de nuit sans jauge, ça me tracasse encore un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de contamination, mais surtout le taux de contamination n'est pas un problème s'il n'y avait pas des hospitalisations derrière. Or le taux d'hospitalisation, il est quand même très élevé. Voilà, c'est tout ce qui nous retient pour le moment, si vous voulez. Françoise Cowell. Oui, je pense, docteur, que vous avez raison. Il y a, je pense, toute une partie de la population qui a peur. Bon, vous savez, moi, j'aime bien prendre des... Je vais reciter le chauffeur Uber, mais comme j'aime bien faire le trottoir, et tu sais que j'ai écrit un livre qui s'appelle Faites le trottoir. Oui, pour faire de la politique. Parce que je pense que c'est quand même là qu'en effet, qu'on fait bien de la politique, en parlant avec les vrais gens. Et ben c'est pareil, le chauffeur Uber, il dit, bah oui, j'ai l'impression d'être nu du visage. Voilà, c'est comme si on sortait sans culotte, quoi. Tout à coup, on se dit, boula, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est cette espèce d'habitude à laquelle on nous a soumis, à laquelle on nous a contraints, fait qu'aujourd'hui, on peut imaginer que ça participe d'une stratégie de délivrance qui va électoralement profiter finalement au gouvernement et au pouvoir en place. Alors, il y a des gens qui commencent à être méfiants, parce que avant, on faisait des stratégies comme ça, puis ça passait crème, personne ne s'en rendait compte. Aujourd'hui, les gens sont alertés, se disent, est-ce qu'on serait pas en train de nous prendre un peu pour des imbéciles? Il y a un humoriste qui disait, non mais là, le masque dans la rue, c'était vraiment pour voir jusqu'à où on serait capable d'être des moutons, quoi. Parce qu'en effet, le masque dans la rue, en soi, on pense tous que ça ne sert pas à grand-chose, surtout quand on est tout seul en train de promener son chien dans la campagne. En bord de mer où il y a quand même beaucoup de vent et où l'air est brassé après, moi, au millième de seconde. Je suis tout à fait d'accord avec le médecin pour ce qui concerne les concerts debout, etc. Ça, je trouve ça quand même étonnant. Mais je pense, et j'aurai l'occasion d'en reparler, mais je pense que on est au cœur du discours pour la servitude volontaire de la Boétie, qui dit, alors quand même, je vous dis 3 phrases parce que c'est tellement ça, les tyrans faisaient largesse d'un quart de blé, d'un cestier de vin et d'une cestesse. Et alors, on entendait crier « Vive le roi !» Les lourdeaux ne s'avisaient pas qu'ils ne faisaient que recouvrer une partie de ce qui leur appartenait et que cela, même s'ils le recouvraient, le tyran
ne leur eût donné que parce qu'ils en étaient propriétaires eux-mêmes au début. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de passer. On est en train de nous redonner un petit peu de toute cette liberté qu'on a perdue et on dit waouh, merci, c'est formidable. Je vous avoue, c'est une première. On n'avait jamais eu du La Boétie dans le texte aux vraies voix. Mais tu vois, c'est pour te dire que je peux être sur différents registres. Je voulais vraiment être un peu poète et je sais que tu vas en parler aussi de poésie tout à l'heure. Et Jean-Paul Hamon, là, je pense que ça vous a émoustillé du La Boétie dans les vraies voix, vous qui êtes un habitué. Ah ouais, non, là, vraiment, là, je suis épaté, là, le niveau culturel. Je me suis demandé si j'étais pas parti sur France Culture. Mais ça fait du bien, hein, d'entendre parler de la Boétie. Voilà. Merci, docteur. Allez-y. Ceci dit, vous savez, dire que le gouvernement prend des largesses pour des raisons électorales, si c'était ça, il prend des risques. Parce que imaginez qu'on ouvre les vannes et qu'on se reprenne une recrudescence des contaminations dans la tronche, je peux vous dire, il y a un revers qui va pas tarder à arriver et qui vont prendre. Donc, oui, mais on va pas. Attendez. Docteur Hamon, n'est-ce pas le corollaire du quoi qu'il en coûte? Parce que le quoi qu'il en coûte n'est pas que financier. Ils ont dépensé beaucoup d'argent et le budget de l'État, il a littéralement explosé. Le quoi qu'il en coûte n'est-il pas justement le corollaire de ce qu'on est en train de voir en ce moment? Jean-Paul Hamon. Oui. Alors, oui, c'est bien là parce que j'avais une vidéo moi pendant que je vous parlais, je sais pas qui parlait. Luc-Éric Krief. Ça n'avait rien à voir avec les gens du studio, c'était extrêmement perturbant. Oui, non, mais bien sûr que le quoi qu'il en coûte, ça fait partie de la stratégie, si vous voulez, mais honnêtement aussi, ils mesurent bien que les Français en ont quand même plein les bottes. Le moral est complètement désastreux. On sent bien que les gens sont irrités dans les commerces, alors sur la route, n'en parlons pas. Donc, franchement, on comprend que le gouvernement ait besoin de lever le couvercle et de lever la pression que les Français ont maintenant depuis 2 ans. Et on ne peut pas leur en vouloir là-dessus, au contraire. Lydia Guirousse. Moi, franchement, je salue l'action du gouvernement parce que quand je regarde ce qui se fait à côté, vous avez des personnes qui sont, et des candidats et candidates à l'élection présidentielle qui sont beaucoup plus enfermistes. Si on en avait écouté certains et certaines, il fallait fermer les écoles et repousser la rentrée scolaire, il fallait confiner les non-vaccinés, c'est Pécresse évidemment, et moi je me dis, mais heureusement qu'Emmanuel Macron n'est pas dans cette vision-là, y compris dès l'année dernière, où au mois de janvier, vous aviez tous les médecins qui étaient enfermistes et qui disaient il faut absolument fermer, sinon c'est une catastrophe qui arrive, nous allons tout, on avait l'impression qu'on allait tous mourir, tous y passer. Résultat des courses, il prend son risque, le président de la République, il ne reconfine pas, et ben ça va quand même, hein. On s'en est quand même sorti. Donc je crois que maintenant faut quand même essayer de revivre un peu. Faut aussi notamment penser aux plus jeunes, les enfants qui payent quand même un lourd tribut, je trouve, y compris psychologiquement, parce que le niveau, il y a des dépressions, il y a des suicides, il y a beaucoup de difficultés psychologiques qui se développent chez les adolescents, les jeunes adultes, et y compris les plus petits qui n'ont jamais vu le visage de leur maîtresse pour beaucoup. Des retards d'apprentissage, tout ça on l'oublie. On ne peut. Ça fait partie du quoi qu'il en coûte. Il y a un moment, la mort fait partie de la vie, le risque fait partie de la vie. On ne va pas vivre dans une société totalement aseptisée où il y aura 0 microbe. Je crois que maintenant il faut revenir, il faut reprendre un peu de raison, un peu de hauteur, revivre comme avant. Nous avons le vaccin, nous avons les doses de rappel, on a un système quand même hospitalier qui tient la route. Alors oui, il y a des malades, il y a encore des gens malades, mais il y en a autour de 3-4 000. On a encore de la marge avec le niveau de réanimation et de place en réanimation qui existe en France. Voilà, je trouve qu'il faut arrêter avec les discours alarmistes. Si on peut respirer un peu, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant, mais beaucoup de scientifiques disent que plus ça s'étend, plus les variants sont moins virulents. Plus contagieux, mais moins agressifs. Exactement. Et puis pensons aussi à tous les commerçants. Je discutais avec une amie qui a une brasserie à Paris, c'est 40% du chiffre d'affaires en moins.
avec le télétravail, avec le manque de touristes. Et c'est pas juste son chiffre d'affaires qu'elle regarde, c'est aussi ses employés qu'elle peut plus payer. Donc ça a aussi des conséquences très lourdes et on va pas vivre éternellement sous cloche avec un masque sur le visage, du gel non-stop jusqu'à avoir une peau qui ressemble à une peau de lézard. Retrouvons un peu le monde d'avant parce que Jean-Paul Hamon, pour la peau de lézard, vous avez des dermatologues à conseiller à Lydia Guirousse peut-être. On vous laisse répondre. J'utilise plus, j'en ai Non, mais vous avez bien fait de parler de vaccination parce que c'est vrai que en France, on a vacciné assez peu de gamins. On doit être à 4% ou 5% de vaccination chez les gamins quand les Espagnols sont à plus de 40%. Il est clair que il faut qu'on vaccine, qu'on continue de vacciner les enfants. C'est pas mon propos, et puis sur les qu'on enfants. mène une vie normale, quoi. C'est vrai que vous avez raison de souligner qu'il y a beaucoup de suicides, de dépressions, et puis en dehors de ça, les gens n'en peuvent plus. Les gens qui sont fatigués, qui sont irritables, c'est vraiment là où on sent que bon, ça a assez duré, quoi. Alors c'est vrai qu'on a eu plusieurs signaux où on s'est aventuré, où on a entendu des membres du gouvernement dire ça y est, c'est bon, on va avoir enfin l'immunité collective, etc. Donc qu'on donne un petit peu d'espoir, etc. Alors bon, là c'est la méthode Coué parce qu'on n'en sait rien de ce qui va se passer. On se dit bon, là en ce moment tout le monde est touché, mais bon, c'est vrai que ça a l'air moins grave. Mais il faut quand même rester prudent parce que quand même le taux d'hospitalisation est quand même élevé et le taux de réanimation, même s'il baisse un petit peu, il reste encore très élevé. Donc soyons prudents, au moins lâchons les masques en extérieur, soyons prudents dans les boîtes de nuit quand même parce que ça vraiment, et puis les concerts debout. Et puis les bars debout, si on pouvait garder un peu les distances quand même dans les bars debout et qu'on puisse mettre des purificateurs d'air dans les bars debout, ce serait pas mal non plus. Voilà. Françoise Cowell. Voilà, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je pense qu'on risque d'assautir un peu les gens, de les rendre sots. C'est ça, c'est encore un mot ancien, docteur, mais vous voyez, je suis restée dans la Boétie, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on nous dit voilà, vous allez pouvoir à nouveau aller danser, vous allez pouvoir. Alors c'est vrai que ça nous a tellement manqué, on en a tellement une nécessité vitale, un besoin très fort, fondamental, et bien sûr, je fais partie de ces gens. Je ne dis pas du tout que c'est une stratégie électorale de le faire, mais je pense que ça fait partie de l'évolution de notre société qui est très liée à la présence du Covid. Il faut faire avec. Et bien sûr, je partage complètement ce que vous dites sur ce besoin de reconnaissance du monde et de la liberté retrouvée. Mais il ne faudrait pas trop que les politiques nous prennent pour des imbéciles. Luc-Éric Riefcourt et le mot de la fin à Jean-Paul Hamon. Juste un dernier mot, docteur, si vous me permettez. Comment vous expliquez les différences entre la France, le Danemark, l'Angleterre, ces deux derniers pays ayant levé toutes les restrictions ? Oui, non, ça, alors là, bon, alors c'est pareil. Pour le Danemark, j'ai pas de doute. Pour l'Angleterre, vous avez noté quand même que ces levées de restrictions sont arrivées au moment où ça chauffait un petit peu pour mettre le coup de Boris Johnson. Et puis c'est pour le Partygate. à autre chose. Si on pouvait penser à autre chose, donc là-dessus, voilà. si vous voulez, il y a peut-être eu un vrai motif politique. Voilà. Mais pour le Danemark, c'est vrai qu'ils ont une population qui est très vaccinée, etc. Donc, je pense qu'ils ont montré l'exemple. Hein. Et puis, ils avaient surtout un niveau d'hospitalisation qui était beaucoup moins sollicité que la France. Donc, ils se sont dit, on peut se permettre ça. Et eux aussi, ils doivent avoir une population qui en a marre des restrictions, si vous voulez. Donc, ils ont pu se permettre ça parce qu'ils avaient un taux d'hospitalisation plus faible que nous. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, qui se pose la question de savoir si au 10 Downing Street, les parties avaient lieu avec des masques et du gel, mais ça ne nous regarde pas. Verdict sur Twitter. Lever des restrictions, est-ce une mesure électoraliste ? Vous êtes 91% à dire oui. Ça vous dirait la chronique présidentielle de Philippe Rossi, les vraies voix ? Ah bah nous avons avec plaisir. hâte. Eh ben c'est tout de suite. Elle est excellente.